Fréquence Drone, interview. Que ce soit en agriculture biologique ou traditionnelle, une protection des cultures sera toujours nécessaire. Quels que soient les produits utilisés, la personne qui pulvérise ces produits est en contact plus ou moins proche du brouillard, des gouttelettes qui se déposent sur lui, ses vêtements, ses outils, mais surtout sur sa peau et dans ses voies respiratoires. Une récente note de l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, relative à l'expérimentation de l'utilisation des drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques, fait écho à l'arrêt du 26 août 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. L'agriculture, la viticulture, l'arboriculture, etc. ont, depuis le début des activités télépilotées, intéressé les prestataires télépilotes de drones. Il y a toutefois un monde entre la compétence à l'utilisation d'un outil drone et celui des différents métiers du domaine agricole. Pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons Élie Talaga de la société Photosynthère pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour Élie. Bonjour Thierry. Élie, tu es ingénieur, agronome et œnologue avec un parcours vitivinicole en France, notamment à Bordeaux, Narbonne, Lyon, etc., donc dans les grandes villes, mais également à l'étranger, le Japon, les USA, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que cela. Ta reconnaissance de ta compétence en France et de par le monde est grande. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à parcourir ainsi la planète ? Alors, le but de ces expériences, c'était principalement justement aller chercher le meilleur un petit peu de chaque région en voyant les différentes méthodes tant à la vigne qu'en cave pour un petit peu avoir un panel de connaissances assez différentes puisque voilà, quand on sort des écoles, qu'elles soient d'ingénieur ou d'œnologie, on a certes des outils théoriques qui sont super intéressants, mais rien ne vaut la pratique sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu pratiquer sur différentes régions en France et à l'étranger pour amener justement et prendre le meilleur de tout ça et pour pouvoir créer justement la société que j'ai à l'heure actuelle. D'accord. Alors pour en revenir à la note de l'ANSES, relative à l'expérience liée au drone, à l'utilisation d'un drone en milieu agricole, quel est ton avis ? Alors, c'est un avis que je vais avoir de manière très scientifique et très agronomique, on va dire, à l'inverse, voilà, peut-être d'un télépilote drone qui va regarder plus l'aspect législatif drone. C'est un avis qu'on attendait avec impatience, bien entendu, sur tout le milieu agricole, mais aussi sur le milieu du drone par rapport à la pulvérisation en termes de produits phyto par drone aérien. C'est un avis qui est assez intéressant, qui est à demi-teinte, bien entendu, pour la profession, dans le sens où on a beaucoup de conclusions qui sont assez favorables pour le traitement par drone, la pulvérisation par drone. Néanmoins, il y a des éléments de discussion et des éléments de débat qui, à l'heure actuelle, sont encore à regarder et justement à faire évoluer pour les années à venir et pour conforter un petit peu la position du drone au sein de l'agriculture, notamment aussi au sein de la viticulture en particulier. Bien, justement, ça me permet de continuer un peu sur ce sujet, puisque la pulvérisation de produits, qu'ils soient biologiques ou phytopharmaceutiques, ont de tout temps existé. Que ce soit derrière un tracteur ou un pulvérisateur à dos, l'agriculteur est toujours en contact plus ou moins proche avec le produit. C'est un risque majeur pour la santé de l'utilisateur. Le drone de pulvérisation est-il la solution, et si oui, pourquoi ? Alors, la solution... C'est une solution, ça c'est certain. C'est une des solutions pour justement éviter le contact et diminuer le risque santé pour l'utilisateur. C'est d'ailleurs un petit peu l'objet des essais qui ont été menés de 2019 à 2021, car si on regarde un petit peu plus proche sur le protocole expérimental qui sont dans les annexes de cet arrêté ministériel d'août 2019, on remarque bien en fait que les trois premiers points des annexes portent bien sur la sécurité et la santé de l'utilisateur dans un premier temps, et ensuite bien entendu sur l'efficacité biologique et la couverture justement du produit au niveau des parcelles qui ont été traitées, puisqu'il faut savoir que ce rapport de l'ANSES traite à la fois de la viticulture mais aussi de l'arboriculture en général avec des pommiers et des bananiers qui ont permis justement de faire ces différentes expérimentations, et c'est justement cette pluralité au sein des couverts végétaux qui a permis d'amener certaines conclusions sur l'efficacité du drone. Donc la solution, c'est à prendre avec des pincettes. C'est une solution qui est à étudier et qui sera justement à améliorer dans les années à venir à l'heure actuelle.
Alors effectivement, si ce n'est la solution, c'est une des solutions. Et la note de l'ANSES, par contre, elle semble faire débat entre les pros et les anti-drones. Chacun vantant les mérites de sa solution et dénigrant la position contraire, ce qui est assez malheureux. Le problème ne vient-il pas du fait du nombre d'essais qui est relativement faible et du manque de structuration scientifique de cette étude ? Alors, si on regarde vraiment cette note, c'est assez marquant, hein, puisque il y a 58 essais qui ont été pris en compte, 50 seulement sur ces 58 sont exploitables, et ensuite sur l'efficacité biologique, typiquement si je ne prends que celle-là, il y a que 6 essais qui sont exploités par rapport à l'efficacité biologique du drone. Donc en effet, il y a une structuration scientifique de l'étude qui est particulière. Néanmoins, l'ANSES a fait avec ce qu'elle a, entre guillemets, c'est-à-dire que cette note scientifique et technique, AST, note scientifique et technique, avis scientifique et technique de l'ANSES, a été émis avec des données qui leur ont été fournies. Ces données étant assez variées au point de vue, on va dire, statistique, au point de vue agronomique, au point de vue efficacité, ils n'ont pu prendre que ce qui était viable et donc ce qui était réellement étudiable. Donc, en effet, la structuration scientifique de ces essais était compliquée. Néanmoins, on n'a pas donné toutes les clés justement aux télépilotes ou aux opérateurs pour bien structurer ces essais, car en effet, si on regarde encore l'arrêté ministériel d'août 2019, on remarque dans les annexes que le protocole expérimental est très très faible. Il fait même pas une demi-page. On parle très peu de l'utilisation de papier buvard ou bien de l'expérimentation à proprement dit au sein de différentes parcelles agricoles. On a très peu de détails. Et en plus de cela, sur les opérateurs drones qui ont utilisé justement, qui ont réalisé ces essais, il n'y avait pas de demande de la part du ministère ou de la part de différents organismes, qu'ils soient syndicaux, publics ou politiques, sur le fait que justement ces opérateurs devaient, par exemple, obtenir le certificat, qui est la certification justement de manipulation des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques, qui aurait peut-être permis justement d'avoir des clés de la part pour ces opérateurs sur l'établissement de protocoles expérimentaux ou sur la manipulation de ces produits pour avoir une forme de trame commune. Donc en effet, à l'heure actuelle, ce rapport est aussi en demi-teinte là-dessus, puisque on a du mal à analyser la totalité des essais qui ont pu être faits sur l'ensemble de la France. Oui, tout à fait. Effectivement, peu d'essais, comme tu l'as rappelé, et malheureusement, ça ne permet pas de faire une étude. Mais à ce moment-là, ne pourrait-on pas mettre autour d'une table les différents acteurs pour établir justement ce fameux protocole de test qui pourrait satisfaire toutes les parties et surtout un cahier des charges définissant les attendus de cette étude? Ce serait primordial, et j'ai envie de dire, c'est même l'enjeu majeur des mois qui arrivent, avant de préparer, je l'espère, une saison, on va dire 2023, encore une fois d'essais et de prestations sur la pulvérisation par drone, qui soit cette fois-ci avec fort impact sur les résultats et justement sur la partie législative, puisqu'il faut toujours rappeler que là on se situe sur un triptyque législatif très particulier entre la législation drone d'un côté, entre la législation agronomique et la législation sur les produits phyto. Donc on est vraiment sur un triptyque assez compliqué à imbriquer les uns dans les autres. Donc il serait primordial, bien entendu, de regrouper à la fois les instances politiques, les instances syndicales vigneronnes, les vignerons eux-mêmes, puisque le cœur du débat est sur les vignerons, donc savoir aussi quelles sont leurs attentes, puisque on le dit souvent dans les notes et dans nombre de rapports et dans nombre d'articles qu'on peut voir dans les revues spécialisées, les vignerons ont une énorme attente par rapport à cette technologie, à l'instar de l'arrivée du tracteur à l'époque qui a permis justement de faciliter un petit peu le travail des agriculteurs. Le drone arrive progressivement comme un outil agricole qui va être de plus en plus important. Donc il y a une demande de la part des agriculteurs, mais bien entendu aussi les opérateurs drones qui vont pouvoir être là, et aussi voilà toute la partie agronomique, donc les agronomes qui pourront être là et qui pourront permettre justement de regrouper un petit peu ces études et d'en amener justement des conclusions qui pourront être étudiables, on va dire statistiquement et scientifiquement parlant. Et donc regrouper tous ces acteurs, ça sera bien entendu l'enjeu majeur des mois et des semaines qui arrivent, je pense. Oui, justement, effectivement. Donc on a tous ces acteurs, mais il y a aussi, tu viens de le rappeler, l'étude scientifique qui permet
permettrait peut-être donc de structurer, de clarifier ces débats, non? Bien sûr, c'est l'étude. Alors, l'étude scientifique telle qu'on la voit de la part de l'ANSES, met en exergue un petit peu les différents points d'expérimentation qui ont été faits sur la santé, sur le contact produit des utilisateurs, la qualité biologique et la qualité de pulvérisation. Mais bien entendu, il est clair qu'un cahier des charges établi, normé, pour l'ensemble des expérimentations en France sera nécessaire. Et ce cahier des charges, il doit être fait, encore une fois, avec l'ensemble des acteurs pour permettre aux télépilotes, pourquoi pas, de faire appel à des agronomes pour venir directement compléter les essais, ou pourquoi pas justement faire la mise en place des essais et avoir les opérateurs télépilotes qui vont être là sur la partie beaucoup plus, on va dire, préparation du drone, du vol et de la législation drone autour de cela. Et c'est en combinant justement ces différentes capacités des différents acteurs qu'on va pouvoir avoir quelque chose qui soit viable pour la France. Tout à fait. Alors bon, je rappelle que Fréquence Drone est là aussi pour pouvoir aider toutes ces personnes à se mettre autour d'une table et à discuter entre elles. On pourra relayer ça bien volontiers avec tous ceux qui souhaiteraient le faire sur les ondes de Fréquence Drone. Pour en revenir un peu aux drones et notamment à toute cette réglementation française, les autorités françaises, qu'elles soient politiques ou de la réglementation, semblent freiner un peu le développement de ces nouveaux usages. Pourquoi, selon toi, les autorités françaises sont-elles tellement frileuses quant à l'utilisation des drones dans ces milieux, alors que des expérimentations, notamment en Suisse, mais également dans d'autres pays, ont démontré le bien fondé de ces nouveaux moyens de pulvérisation? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est un peu dans un triptyque législatif au niveau du drone de pulvérisation qui permet, à travers justement une communication qui est assez longue, je pense, entre les différentes instances juridiques, phyto, drone et agricole, d'établir progressivement une communication entre eux. Et donc, c'est vrai que les autorités françaises prennent le temps, puisque déjà, si on parle juste de la réglementation drone, elle est nécessaire. Et justement, Thierry, je t'entendais justement avec une interview avec Arnaud Verzelletti qui parlait justement de l'importance de l'établissement de ces différentes règles telles que la SORA ou autres. Et en effet, je le soutiens sur ce sujet, puisque il est nécessaire d'avoir un cadre normé pour les drones, on parle vraiment de gros porteurs, de plus de 25 kilos. Donc, on a quand même une forme de dangerosité et qui doit être normée et réglementée, mais à la fois aussi sur la partie phyto, comme je le disais tout à l'heure, sur le certifito, il va falloir former les opérateurs, les télépilotes, justement, sur la manipulation des produits phytosanitaires, puisqu'ils vont devenir progressivement, ces opérateurs drones, des entreprises de travaux agricoles, à savoir sur de la pulvérisation. Et donc, pour cela, il faudra être accrédité. Il faudra avoir son entreprise qui soit accréditée pour pouvoir pulvériser chez un tiers et faire de la prestation de service, car sinon, on va être hors des clous. Donc, un ensemble de lois qui va être un peu compliqué à imbriquer les unes dans les autres. Néanmoins, moi, j'y crois. Et c'est vrai que les autorités françaises ne regardent pas beaucoup ce qui est fait à côté de chez nous, tel que la Suisse, alors que ça fait déjà 5 ans qu'on va dire que le drone pulvé marche et fait ses preuves. Il y a quelques centaines d'hectares en Suisse qui sont déjà pulvérisés par drone, avec une efficacité qui est prouvée de la part des opérateurs et des vignerons. Très peu de relations qui ont été faites justement entre ces essais en Suisse, qui ne sont maintenant plus des essais, mais qui sont des prestations qui marchent, qui sont déjà réalisées. Il y a très peu de parallèles qui sont faits avec les essais en France, et c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus et creuser un peu plus le sujet pour combler un petit peu la différence avec la France. Et on parlait des drones, mais les drones, il n'y a pas que les opérateurs, il y a aussi les constructeurs qui semblent s'intéresser de plus en plus à ces usages potentiels du drone dans le milieu agricole, viticole en particulier. Cependant, j'ai l'impression qu'il manque de connaissances réelles sur le sujet. J'ai l'impression qu'ils s'intéressent plus, je dirais, à l'aspect technique du drone que aux attentes des viticulteurs, des agriculteurs, des arboriculteurs. Alors, est-ce qu'une table ronde entre ces constructeurs et les professionnels du monde agricole ne serait-il pas plus bénéfique pour définir de nouveaux drones qui produisent actuellement des drones qui ne répondent pas entièrement, d'après ce que j'ai cru comprendre, aux besoins des agriculteurs? Oui, c'est primordial. Il est vrai que à l'heure actuelle, on observe un petit peu en France, mais aussi à l'étranger, une ruée un peu vers ce secteur agronomique de la part des différentes entreprises qui construisent des drones ou qui fournissent du logiciel d'analyse par rapport à tout ça. Très peu de ces entreprises sont créées ou menées par justement
des agronomes de base ou bien des personnes d'expérience dans la viticulture et dans l'agronomie. Ça arrive progressivement. Il est vrai qu'on observe très souvent des sociétés qui se créent, qui construisent des drones et qui, a posteriori de la construction, viennent consulter des agronomes pour dire ah ben voilà, moi j'ai une machine qui fonctionne comme ci, comme ça, quels seraient les intérêts d'évolution, etc. Je pense que le schéma serait peut-être de reprendre un peu la chose à l'inverse, c'est partir du besoin des agriculteurs pour construire ensuite une machine qui leur correspond, puisque je prenais la comparaison du tracteur tout à l'heure, le but va être à terme de mettre ces machines quand même entre les mains des agriculteurs. Donc il sera plus qu'intéressant justement d'avoir un avis par rapport à ça, d'avoir une table ronde, comme tu le dis très bien, entre ces professionnels agricoles, mais aussi les fabricants, à la fois les intégrateurs, hein, qui sont en France sur de la conception de machines, mais aussi de la conception de logiciels d'analyse, puisque le drone en agriculture ne se résume pas seulement à la pulvée, bien que c'est le sujet qui nous ramène aujourd'hui sur cette discussion. Oui, tout à fait. Et justement, sur le point de la pulvérisation, c'est un des points techniques de la qualité, justement, de cette pulvérisation par drone qui semble focaliser les constructeurs et notamment sur la qualité des buses. Pourtant, j'ai cru comprendre que le vrai problème réside plus dans le brassage que dans la pulvérisation elle-même. Est-ce exact? Oui, alors par brassage, on va entendre la répartition du produit au sein du couvert végétal. Hein, bien entendu, il n'y a pas que le brassage de la bouillie à l'intérieur du récipient du drone qui sera importante, mais plutôt la répartition. En effet, c'est primordial. C'est même l'élément, on va dire, agronomique de comparaison le plus important, puisque, je le rappelle, sur ce rapport de l'ANSES, on compare le drone à une pompe à dos et un chenillard. Pour avoir pratiqué justement ces types de pulvérisation moi-même, en effet, comparé à une pompe à dos, l'opérateur se trouve entre les rangs de vignes et vise directement les rangs de vignes. Il est très compliqué de pouvoir établir des différences entre une machine qui va survoler une parcelle et une personne qui est directement au contact des pieds. En effet, il va de soi que la répartition du produit sera plus homogène avec une pompe à dos. Néanmoins, ce dont il faut parler, c'est la sécurité, bien entendu, des utilisateurs et des usagers là, à ce moment-là. Donc, le brassage, c'est primordial en effet. La répartition de la bouillie est primordiale. Ce sera même le gage en fait de son efficacité sur le couvert végétal, qui est la vigne, ou bien on parlait aussi des pommiers et des bananiers tout à l'heure. C'est bien cette répartition qui sera la plus intéressante et qui sera justement amenée à faire évoluer les constructeurs de drones vers, pourquoi pas, des machines qui permettront un brassage et une répartition du produit encore plus homogène sur la totalité du pied. Oui, alors effectivement, tu m'avais expliqué ceci pendant la préparation de cette interview, et que le véritable problème résidait en fait dans la qualité des produits déposés sur les cultures en fonction des besoins réels. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits où il y a des besoins, et d'autres où il y en a moins ou pas du tout besoin. Ces besoins ne sont pas donc uniformes en tout point d'une parcelle. Le drone ne permet a priori pas de gérer la quantité de produits pulvérisés aux endroits dits nécessaires. Hein, on revient sur cette notion d'endroit nécessaire, sauf à moduler, tu me disais, la vitesse de déplacement. Peux-tu nous en dire plus sur le besoin de distribuer la quantité de produits pulvérisés sur les plants nécessitant donc cette pulvérisation et des difficultés que l'on peut avoir à le réaliser avec un drone? Pour moi, c'est même l'essence même à court terme de ce genre de technologie. En effet, le drone de pulvérisation va être un outil très intéressant pour les parcelles difficiles d'accès, pour limiter le contact avec les produits. Mais le but ultime, à mon sens, de l'utilisation des drones en agriculture sera à la fois de combiner ce drone de pulvérisation avec des drones dits de télédétection qui vont permettre d'analyser le couvert, d'en détecter justement les maladies, les carences ou autres, et de permettre au niveau des maladies et des traitements au niveau de l'été, de réaliser justement un traitement qui soit d'autant plus ciblé, qui soit d'autant plus efficace, c'est-à-dire, en gros, basiquement, aller traiter des pieds qui sont malades et des pieds qui ne sont pas malades, mettre des doses beaucoup plus faibles ou ne pas mettre de dose carrément. C'est ce qu'on appelle en fait le spot spraying, hein, d'accord? C'est aller chercher des spots de pulvérisation et se baser uniquement sur ces spots. C'est vraiment l'avenir à mon sens et c'est vraiment ce sur quoi les constructeurs de drones, mais aussi de logiciels devraient œuvrer pour permettre justement une économie
de quantité de produits et une meilleure répartition au sein des parcelles des produits phyto, hein, qu'ils soient conventionnels, biologiques ou HVE. Et ça, vraiment, ça permettra à la fois d'avoir des gains, mais des gains quantifiables ou des gains non quantifiables, puisque à utiliser moins de produits, on aura forcément un gain économique sur la quantité de produits qui sera utilisée, mais aussi des gains sur l'environnement, sur la proximité des produits avec les utilisateurs. C'est un ensemble de gains qui sera tellement énorme qu'à mon sens, c'est vraiment le cœur du sujet entre le drone de télédétection et le drone de pulvérisation. Alors justement, les drones ont quand même une réputation assez forte pour effectuer toutes sortes de captations, que ce soit dans le spectre visible ou invisible, notamment en agriculture avec tout ce qui est RVB, multispectral, infrarouge et proche infrarouge. Est-ce qu'on ne pourrait pas cumuler justement ces deux types de données de captation pour qu'ensuite on puisse arriver à ne pulvériser uniquement et ne distribuer que les quantités de produits nécessaires aux endroits qui sont indispensables? Est-ce que c'est pas là vraiment la véritable utilité d'un drone plutôt que de la pulvérisation uniforme sur l'ensemble d'une culture? C'est exactement ça. C'est vraiment l'essence même pour moi du drone. C'est l'avenir du drone, hein, ce dont je parlais juste avant, le spot spraying. C'est la combinaison justement entre ces données de télédétection, la réalisation, ce qu'on appelle nous de cartes de chaleur, hein, au niveau, par exemple, d'une pression milieu, d'une pression idiome, à travers des logiciels divers et variés, hein, que ce soit en RVB ou en multispectral. Beaucoup d'entreprises œuvrent sur le sujet, et donc à la suite de la création de ces cartes de chaleur, permettre l'implémentation de cette carte à l'intérieur du drone de pulvérisation. À l'heure actuelle, le souci technique au niveau du drone est bien entendu la modulation du produit au cours de l'évolution du drone sur la parcelle. Il y a plusieurs manières de répartir de manière différente le produit, soit faire varier la pompe au niveau du produit, mais ce qui n'est pas trop utilisé à l'heure actuelle sur la technologie drone, soit faire varier la vitesse directement pour permettre une meilleure répartition sur certains endroits et aller plus vite sur d'autres. Plusieurs protocoles peuvent être mis en place, mais vraiment la notion justement de combinaison entre ces cartes de chaleur, de pression de maladie, qui seraient potentiellement implémentables justement à l'intérieur du drone de pulvérisation, là est pour moi l'avenir du drone pulvé et du drone agricole en général, et ce qui permettra justement sur cette époque, on va dire agricole que nous sommes en train de vivre, de permettre des économies et des gains qui seront gigantés, je pense, pour les agriculteurs à court terme. Eh bien voilà, avis à nos amis constructeurs de pallier à ces problématiques et d'allier et à la fois la cartographie pour pouvoir faire de la pulvérisation adaptée aux bons endroits. Bien, alors les drones sont régis par une réglementation rigoureuse et parfois assez hermétique aux télépilotes eux-mêmes. Est-ce que les agriculteurs, les viticulteurs ou les arboriculteurs, pour ne parler que d'eux, vont devoir se former à l'utilisation de ces nouveaux outils, ou serait-il plus rentable de confier ces missions à des prestataires télépilotes qui, eux, n'ont pas forcément la connaissance du monde agricole et de l'utilisation des produits pulvérisés? Alors, c'est une très bonne question, et bon nombre de télépilotes justement m'ont déjà appelé sur ce sujet, puisque encore une fois dans ce triptyque législatif et dans ce triptyque des connaissances entre le drone, l'agriculture, les produits phyto, bien entendu, on ne peut pas forcément avoir toutes les connaissances à chaque fois sur chaque personne. Les agriculteurs arriveront bien entendu tôt ou tard à l'utilisation de ce genre de drone, qu'il soit de télédétection ou de pulvérisation. C'est ce que veulent bien entendu la plupart des constructeurs, et c'est encore une fois avec la métaphore du tracteur tout à l'heure, l'arrivée progressive de ce genre de technologie au sein des exploitations qui leur permettra justement d'éviter ces soucis de contact et ces soucis justement d'économie de produits phyto. Néanmoins, voilà, à l'heure actuelle, on a quand même une réglementation drone qui est assez importante, notamment sur le sujet des drones de pulvérisation. Donc il est vrai que certains agriculteurs n'auront pas forcément le temps ni les moyens de se former sur ce genre de technologie. Il faut dire aussi que ce genre de technologie a un coût. Quand on sait que certains drones de télédétection, on voit les durées de vie de certains drones qui peuvent être changés, on va dire tous les 3 ans par rapport à cela, et donc l'entretien de ce genre de machine va nécessiter aussi un entretien assez régulier avec des mises à jour. Donc
À l'heure actuelle, il est vrai que la prestation de service aura de la valeur pour les agriculteurs, d'autant qu'on se place dans un moment un petit peu particulier de l'agriculture en France, puisque les ressources humaines agricoles se font de plus en plus rares. On assiste un petit peu à une firmisation des entreprises agricoles. Pour cela, je vous invite à vous rapprocher des travaux de François Purseigle, qui est un éminent professeur de l'Institut national polytechnique de Toulouse, de l'école agronomique, et qui parle justement de cette firmisation, et cette firmisation qui est caractéristique un petit peu de ces exploitations qui vont grossir de plus en plus et qui vont faire de plus en plus appel à des prestataires de services, donc qu'ils soient des prestataires de services agricoles, manuels, ou même mécanique. Et donc, on pourrait un petit peu s'ancrer dans cette période un petit peu de prestation de services mécaniques avec le drone de pulvérisation, puisque certaines exploitations n'ont plus les ressources humaines pour réaliser ce genre de prestations. On parlait tout à l'heure de la pulvérisation avec une pompe à dos, avoir 35 kilos sur le dos à monter, descendre les coteaux. Peu de personnes ont encore envie de le faire à l'heure actuelle, et je les comprends bien entendu. Et donc, c'est pour ça que on va s'ancrer dans un domaine agricole qui va être de plus en plus demandeur de cela, tout en ayant en tête qu'à court terme, bien entendu, les agriculteurs vont vouloir prendre en main eux-mêmes cette technologie pour pouvoir justement favoriser leurs exploitations et optimiser un petit peu les gains qui peuvent être amenés sur leur exploitation. Oui, tout à fait. Ben, d'ailleurs, si on prend le coût à l'hectare d'une prestation de pulvérisation, est-ce que c'est réellement en adéquation avec le modèle économique des agriculteurs et des aviculteurs à l'heure actuelle? En d'autres termes, est-il rentable pour les uns comme pour les autres d'effectuer une prestation par drone plutôt que par des moyens conventionnels à ces jours? Dans tous les cas, on sait très bien que sur des opérateurs qui vont avoir des parcelles qui ne sont pas difficiles d'accès, le drone n'aura pas une plus-value économique pour l'agriculteur, dans le sens où le matériel que l'agriculteur va avoir sur des parcelles faciles d'accès sera toujours plus efficace et plus rentable. Néanmoins, sur les parcelles difficiles d'accès, comme on le disait, 1 hectare en coteau, si on est à la pompe à dos, 1 hectare, il faut au moins 4 heures à 5 personnes pour pouvoir le faire quand je parle de forte pente, plus de 60%, à la pompe à dos, le temps de remonter, de recharger, etc. Donc, mis l'un dans l'autre, en effet, les ressources humaines sont assez importantes. Et donc, là aussi, je pense qu'il va falloir à la profession et surtout aux opérateurs drones qui vont vouloir pratiquer cela, de se mettre en accord sur une tarification qui soit la plus juste à la fois pour eux, bien entendu, puisque comme on l'a dit, ce sont des investissements qui sont assez lourds à l'heure actuelle, et je pense que ça aussi, ça a été un petit peu oublié, on va dire, de la part des différentes instances politiques, dans le sens où il y a certains opérateurs qui ont fait des investissements à plusieurs dizaines de milliers d'euros, de drones de pulvérisation pour faire des essais, drones de pulvérisation qui ont un petit peu fonctionné en 2022 avec des produits qui ne sont pas soumis à MM, mais bon, la plupart ont un peu pris la poussière, et donc ça n'est pas normal d'avoir des personnes qui ont mené ces essais, qui ont été justement précurseurs et leaders dans ces essais de drones de pulvérisation, et de ne pas permettre de valoriser leurs machines. Donc, il faut pas oublier qu'on a des machines qui ont un coût, et donc maintenant, il va falloir être en adéquation. Quand on voit un petit peu, bien entendu, l'équivalent chez nos amis suisses de la prestation de service en drone de pulvérisation, on est sur des prestations de service qui sont quand même assez onéreuses, mais pour lesquelles en fait les vignerons sont plutôt en accord, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, la difficulté, la pénibilité, bien entendu, au travail par rapport à tout ça est primordiale. Et donc voilà, le vigneron, certains vignerons en Suisse préfèrent mettre sur une prestation de pulvérisation un coût peut-être un peu plus important, mais néanmoins ils vont avoir l'esprit serein quant à la qualité aussi du service, mais aussi quant à leur propre santé. Donc en effet, il va falloir avoir un ensemble d'acteurs qui vont se mettre autour de la table pour un petit peu comprendre quel est aussi le bilan économique de certaines exploitations, pour adapter aussi l'offre par rapport à cette demande. Oui, tout à fait. Et surtout, tu l'as rappelé là tout de suite à l'instant, c'est surtout la santé, je pense, qui doit primer sur ce point-là, sachant que de toute façon, la santé, à un moment donné ou à un autre, on la paye tous dans nos impôts ou dans nos cotisations, puisque une personne qui devient malade, après, elle a un coût, et que forcément, si on pouvait mettre ce coût qu'on aura a posteriori en amont pour développer
développer des solutions qui soient satisfaisantes pour tout le monde, ça me semblerait être plus intéressant. Bien, Elie, nous arrivons malheureusement au terme de cette interview. Il est évident que j'aurais passé encore des dizaines de minutes à t'interviewer tant le sujet est important et était intéressant. Est-ce que tu as un message pour nos auditeurs ou un point que tu voudrais développer avant de terminer cette émission? Eh bien, c'est le point dont on vient de parler, tout simplement. Il faut pas oublier aussi que cette technologie drone, elle est là aussi pour permettre aux agriculteurs et aux opérateurs d'éviter le contact avec le produit. C'est ce qu'il y a de primordial. On a une machine qui, à l'heure actuelle, fonctionne, qui, bien entendu, avec les différents essais scientifiques, on va pouvoir avoir justement les données sur l'efficacité agronomique de ces machines. Néanmoins, on a des machines qui fonctionnent, qui permettent un contact avec le produit beaucoup moins important que les machines qui fonctionnent déjà. Et donc, il va falloir vraiment se battre pour, je pense, favoriser de plus en plus ces machines, donc tant sur les essais que sur les prestations. La santé des vignerons est en jeu, en fait, je pense, sur ces endroits-là. Et je pense que c'est ça aussi qui est primordial, outre les aspects agronomiques. Et donc, il faut vraiment se battre par rapport à ça. Et donc, pour ça, il va falloir accompagner toute la filière agricole, drone, sur ce sujet. Et je pense que le débat est encore à mener sur tous ces sujets, et ne pas oublier aussi de la part des opérateurs drones de bien se mettre aussi dans la peau des agriculteurs et des viticulteurs, et ne pas oublier que le drone est un outil pour les agriculteurs, et que cet outil tôt ou tard sera justement aux mains des agriculteurs. Donc il faut tout faire pour progressivement arriver à transmettre cet outil aux mains des agriculteurs afin de leur permettre, d'éviter ce contact produit, d'économiser leur santé, et bien entendu d'avoir une efficacité d'application qui soit forte, et donc avoir quelque chose, somme toute, qui soit cohérent avec le système des exploitations tel qu'on les a aujourd'hui en France. Eh bien, merci Elie d'avoir répondu aux questions de Fréquence Drone. On nous excusera les quelques petits craquements liés à la liaison téléphonique. On a passé quand même un agréable moment à t'écouter avec cette grande connaissance que tu as du monde agricole et viticole. Alors, chers auditeurs, si vous aussi, vous êtes acteur de la filière drone et utilisateur de ces nouveaux outils, et si vous souhaitez vous exprimer sur l'antenne de Fréquence Drone, notre micro vous est ouvert. Pour ce faire, contactez-nous via notre site web, fréquence-drone.fr, ou via notre boîte mail, contact@fréquence-drone.fr. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous lors d'une prochaine interview. Merci Elie. Au revoir. Au revoir. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.